Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, hier nous nous sommes retrouvés ici même à la demande du groupe socialiste et apparenté pour débattre de la situation en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité en Europe. Alors nous avons tous convenu que les grands équilibres de ces 80 dernières années disparaissaient sous nos yeux, que le monde se recomposait et que nous ne pouvions plus repousser à demain l'urgente nécessité de penser la sécurité collective de l'Europe en européen. Nous l'avons tous dit, ou presque, nous devons repenser notre défense nationale et la sécurité commune européenne, augmenter les moyens, trouver des nouveaux outils pour soutenir la résistance ukrainienne et répondre aux nouveaux enjeux de défense. Ce que nous n'avons pas bien compris, en revanche, c'est comment nous allions nous y prendre et dans quel délai. Quelle nouvelle répartition des compétences entre l'UE et l'OTAN souhaitons-nous? Qu'est-ce qui relève de l'intergouvernemental, de la Commission, des accords stratégiques bilatéraux? Quelle impulsion de la France pour faire vivre le E de la BITDE? La souplesse sur le pacte de stabilité va-t-il financer le remplacement des hommes de l'EUCOM par des hommes de forces européennes? Parce qu'après la décision cette nuit de Trump de geler l'aide américaine et à quelques heures du prononcé de son discours sur l'Union, il n'est plus minuit moins le quart, mais 23h59. Nous avons besoin de précision et d'actions concrètes. Nous avons besoin de vos réponses. La simple révision de la revue nationale stratégique dans les couloirs du ministère des Armées ne suffira pas. Nous devons avancer la révision de la loi de programmation militaire prévue initialement en 2026. Le temps s'accélère. Monsieur le Premier ministre, quelles seront les orientations de cet effort? Quelle articulation avec l'OTAN, avec la Commission européenne? Avec ce qui relève de l'intergouvernemental, vous engagez-vous à lancer rapidement le chantier de la révision d'une LPM déjà caduque? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est au ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, pour vous répondre, j'aimerais d'abord vous dire, et heureusement que le vice-président américain a corrigé ses propos, que la plus belle force d'une armée, c'est le courage de ses soldats. Et que je veux saluer la mémoire des quelques 600 soldats français morts pour la France depuis la fin de la guerre d'Algérie, qui méritent notre respect, le respect de nos alliés. Nous respectons les vétérans de tous les pays alliés. Nous entendons bien à ce que nos propres vétérans soient respectés. Ceci étant dit, votre question est juste et légitime. Ce réarmement français, il avait d'ailleurs débuté en 2015 avec les décisions du président Hollande et du ministre Le Drian au lendemain des attentats. Il a été accéléré depuis 2017 et on le voit bien, le nouveau contexte stratégique va nous imposer à accélérer ce réarmement. Premier commentaire, la RNS est un exercice important. Déjà, elle a été demandée par le groupe socialiste au Sénat et le sénateur Thémal, mais surtout parce qu'il vient documenter, il va venir ce travail documenter toutes les stratégies de contournement de la dissuasion nucléaire française, c'est-à-dire les menaces hybrides, le champ informationnel, le champ cyber, les manipulations de l'information, les manipulations des flux énergétiques. Et on le voit bien, la Russie est en train de réinventer la guerre et il n'y aurait rien de pire que de remettre beaucoup d'argent public sur la table pour se préparer à gagner la guerre d'hier et non pas la guerre de demain. Et ce travail-là, vous avez raison, il ne doit pas se faire dans les couloirs du ministère des Armées, mais dans les commissions parlementaires et pas que la commission de la Défense, dans les deux chambres, avec les think tanks, avec l'ensemble du monde stratégique, parce qu'il ne nous faut pas passer à côté du diagnostic. Et on va le voir, ce diagnostic va emprunter encore davantage au sujet civil qu'au seul sujet militaire. Après, en 16 secondes, oui, il faut accélérer évidemment sur les cibles capacitaires. Des choses étaient imaginées, envisagées pour 2035. Il nous faut travailler à rapprocher les cibles. C'est vrai pour l'armée de terre, c'est vrai pour la marine nationale, c'est vrai pour l'armée de l'air. On aura l'occasion d'y revenir en commission de la défense. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci Monsieur le ministre. Vous savez à quel point pour nous le travail parlementaire dans la défense est extrêmement important. Nous avions posé de nombreux amendements sur ce sujet. Nous sommes parvenus à repousser de la date du 14 mars au 2 avril le revenu national stratégique. Il nous faudra plus de temps. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis son investiture, nous vivons au rythme des déclarations et des projets de Donald Trump dont les accents expansionnistes, y compris vis-à-vis de territoires européens, rejoignent dans l'idéologie le projet impérialiste de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine.
Après avoir épousé la rhétorique du Kremlin et lui avoir concédé plusieurs de ses buts de guerre, après avoir voté aux côtés de la Russie et de la Corée du Nord aux Nations Unies, après avoir fait preuve d'une hostilité et d'une violence verbale sans précédent envers le président Zelensky, dont nous réaffirmons ici la légitimité, le président Trump a ordonné cette nuit la suspension de toute aide militaire américaine à l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement de Kiev démontre, je cite, un engagement de bonne foi en faveur de la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? De la paix version Donald Trump, c'est-à-dire une paix rapide, conclue aux conditions de Poutine et au service des intérêts des États-Unis? Cette capitulation de l'Ukraine ne viserait in fine qu'à la dépecer de ses territoires et de ses richesses. Notre président de groupe l'a rappelé hier, nous souhaitons une paix juste et durable aux conditions de l'Ukraine. Celle-ci ne sera possible qu'avec un renforcement du soutien de la France et de l'Europe. Il en va de la protection du peuple ukrainien et de la défense de notre vision du monde. Quelles seront les conséquences de ce chantage d'une rare brutalité sur la tentative de médiation menée par les Européens? Comment, dans ce contexte, l'Europe compte-t-elle se réaffirmer comme une puissance diplomatique et politique avec une voix qui porte à l'international? À 48 heures d'une réunion cruciale pour l'Europe, cette annonce de Trump intervient au moment du dévoilement d'un plan de réarmement qui promet de mobiliser près de 800 milliards pour la défense européenne. Quelle part pour placer les Ukrainiens dans un rapport de force le plus favorable pour eux? Quelle part pour renforcer les capacités des États membres? Monsieur le ministre, nous souhaitons des précisions sur la position portée par la France vis-à-vis de l'utilisation de ces fonds. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rossi. Vous l'avez dit, voici que dans la nuit de lundi à mardi, avec la suspension de l'aide américaine, l'Ukraine a perdu l'un des soutiens qui lui a permis de tenir tête depuis 3 ans, avec beaucoup de courage et d'héroïsme, à l'envahisseur, à l'une des plus grandes armées du monde. Alors oui, notre responsabilité d'Européens et notre devoir devant les Français, c'est de faire tout notre possible, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, pour permettre à la résistance ukrainienne de tenir le front. Parce que, Madame la députée, cette ligne de front est la première ligne de défense de l'Europe et de la France. Mais notre responsabilité d'Européens et notre devoir devant les Français, c'est aussi de tout faire pour ne jamais nous retrouver à nouveau à l'avenir dans cette situation, dans une situation qui nous oblige à nous en remettre aux États-Unis d'Amérique pour notre sécurité. Et c'est tout l'objet du sommet européen qui se tiendra jeudi et au cours duquel sera discuté et acté ce plan massif de 800 milliards d'euros pour financer la défense des pays européens. Mais si nous voulons effectivement parvenir à nous passer définitivement pour aujourd'hui comme pour demain de l'aide américaine, pour nous-mêmes comme pour l'Ukraine, il nous faudra, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure également, consentir à des efforts. Il nous faudra revoir notre modèle parce que rien de tout cela ne sera facile. Et soit nous consentons à ces efforts et alors nous pouvons espérer préserver notre indépendance et notre liberté, soit nous y renonçons et alors nous prenons le risque d'être vassalisés ou asservis. Et donc les Européens que nous sommes sont désormais face à un choix qui s'impose à nous, celui des efforts et de la liberté ou celui du confort et de la servitude. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, le 7 janvier dernier, je vous interrogeais sur la situation de Vancorex à Pont-de-Claix, placé en redressement judiciaire, vous alertant sur les risques d'effets dominos sur la plateforme voisine de Jarry, la fermeture partielle de l'entreprise Arkema et au-delà, l'avenir de toute la filière chimique française avec 6 000 emplois directs et indirects en péril. Aujourd'hui, nos craintes se confirment car Arkema vient finalement d'annoncer à ses salariés la fermeture totale de l'entreprise. Arkema vous avait-il informé? Ce n'est donc plus une alerte, mais un désastre industriel et social qui s'annonce. La semaine dernière, vous nous avez répondu que la nationalisation temporaire que nous proposions était écartée et qu'aucune solution ne semblait envisageable.
Pourtant, les parlementaires isérois et drômois ont tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de ces fermetures pour notre souveraineté industrielle, mais aussi militaire. La fermeture de Arkema et Vancorex entraînerait une chute de 14% de la production de chlore, un secteur stratégique, financé d'ailleurs par l'État à hauteur de 80 millions d'euros, serait définitivement dépendant des importations. Vancorex est un sous-traitant clé de la dissuasion nucléaire française, avec son produit phare, un sel de haute qualité, le seul validé par la DGA pour la fabrication du carburant des missiles nucléaires et des boosters d'Ariane 6. L'hydrogène produit par Arkema est essentiel à la fabrication des drones militaires. Alors si ces entreprises s'effondrent, nous serons très vite au bord d'une rupture critique d'approvisionnement, fragilisant notre capacité de défense et notre autonomie. Monsieur le Premier ministre, vous avez affirmé à juste titre lundi à cette tribune la nécessité de dresser le parapluie nucléaire français pour protéger l'Europe en laissant mourir ces entreprises stratégiques. Vous vous apprêtez à en scier le manche. Alors, face à cette catastrophe annoncée, alors même que nous devons plus que jamais protéger notre souveraineté industrielle, énergétique et militaire, maintenez-vous que la nationalisation temporaire de Vancorex doit être écartée et qu'aucune solution n'est vraiment envisageable? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel, d'abord, je tiens à souligner votre engagement et à vous en remercier avec celle des autres élus isérois sur ce dossier difficile, sur lequel le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a eu l'occasion déjà de répondre à votre Assemblée au cours d'un débat organisé sur la souveraineté industrielle. D'ailleurs, Marc Ferracci est aujourd'hui avec le commissaire Séjourné pour annoncer un plan de soutien à la filière automobile. Vous voyez que l'industrie est au cœur de nos priorités. Comme vous le rappelez, l'entreprise Vancorex a été placée en redressement judiciaire en septembre dernier, après que l'actionnaire qui a injecté 400 millions d'euros a renoncé à poursuivre. Vancorex a été fragilisé par une concurrence extrêmement vive et un taux d'utilisation des capacités mondiales de l'ordre de 60% seulement, qui évidemment la met en grande difficulté. Au cours des 10 derniers mois, l'État s'est mobilisé sans relâche pour une approche industrielle, territoriale, sociale, des salariés et pour soutenir l'activité industrielle à Pont-de-Claix. Avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Industrie, nous avons eu plusieurs réunions de travail et l'objectif a toujours été clair d'étudier toutes les solutions pour répondre à toutes les possibilités. En l'absence d'offres de reprise, après 10 mois de recherche acharnée, malheureusement, il n'y a pas de modèle économique pour cette société, même si nous le regrettons. Et la nationalisation d'une entreprise qui n'a pas de modèle économique ne saurait être une solution. Vous mentionnez les questions sensibles liées au nucléaire et à la défense. Les travaux conduits avec les ministères concernés ont permis de sécuriser des ressources alternatives en approvisionnement critique, autant pour le sel que pour le chlore, et ça vaut pour Ariane Group autant que pour Framatome. Évidemment, le contexte géopolitique actuel donne beaucoup d'importance à toutes ces questions. Enfin, nous sommes dans un accompagnement des salariés individuellement très précis. Leurs compétences sont recherchées. Il y a un bassin industriel à Pont-de-Claix qui se développe et donc nous allons continuer à soutenir les uns et les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Battistel. Du coup, Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, que je connaissais évidemment déjà pour suivre le dossier de manière très précise. Êtes-vous d'accord pour accompagner les salariés dans la reprise de leur entreprise s'ils le souhaitent? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, ministre chargé des Outre-mer. Je tiens en mon nom et celui de l'ensemble de mes collègues du groupe socialiste à adresser nos pensées, nos condoléances et notre soutien aux familles des victimes du cyclone Garance. Je remercie également l'ensemble des élus locaux, des agents publics, mais aussi du secteur privé et associatif et les citoyens mobilisés depuis ce samedi qui contribuent sans relâche, jour après jour, à ce que notre île se relève. Avec le dérèglement climatique, les cyclones s'intensifient. Bellal l'an dernier, Chido, Garance. Météo France indique que ces modèles robustes confirment qu'ils seront de plus en plus forts dans l'océan Indien. En a-t-on tiré toutes les conséquences en termes d'adaptation? Il y a un an, après Bellal, j'alertais déjà sur la nécessité d'amplifier l'enfouissement du réseau électrique. Mais à quoi sert d'élaguer les branches quand les arbres se couchent désormais chaque année sur les fils? 30 000 foyers étaient toujours sans électricité ce matin.
Je remercie les équipes, mais il faudra que les 25% du réseau basse et moyenne tension, encore aérien aujourd'hui, fassent l'objet d'une réflexion si l'enfouissement n'est pas possible. Sur le réseau d'eau, après Belal, le préfet avait demandé aux fournisseurs d'eau de s'équiper de groupes électrogènes en cas de besoin. Ce n'est toujours pas le cas partout. Comment cela est-il possible dans une île où les dates de la saison cyclonique sont hélas bien connues? Il y a aussi le sujet des normes. Selon l'Association des maires de La Réunion, dans l'est de l'île, 80% des maisons dont le toit est emporté sont des maisons construites il y a moins de 15 ans. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir lancé la procédure de catastrophe naturelle. Mais pour aller plus loin, pouvez-vous vous engager à ce que le prochain SIOM puisse permettre de parfaire, d'anticiper les actions en amont, durant et après ces événements, mais aussi nos stratégies à court, moyen et long terme? Il y va de la protection de nos populations. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bélim, d'abord, au nom du gouvernement, nous l'avons fait hier, évidemment, nous inclinons devant ces 5 vies emportées par ce cyclone, 5 vies de trop, et je veux m'associer à vos condoléances et apporter notre soutien aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. C'est vrai, il y a une forte mobilisation sur le terrain, je vais le constater demain et vendredi, puisque je me rends à la demande du Premier ministre à la Réunion. Le ministre de l'Intérieur a mobilisé l'ensemble des moyens, mais il faut mieux anticiper ces phénomènes. Concernant le réseau électrique, je suis d'accord avec votre proposition. Un travail doit être mené avec Sidelec, le propriétaire du réseau, et EDF, pour améliorer l'enfouissement des réseaux ou d'autres solutions pour sauvegarder son intégrité. Il faudra être beaucoup plus pragmatique et tenir compte des contraintes et des risques. L'alimentation électrique a par ailleurs un impact sur l'eau potable, elle doit être sécurisée et je souhaite que soit lancée une démarche de résilience de l'approvisionnement en eau pour faire face aux gestions de crise climatique. Et enfin, avec la ministre du Logement, nous en parlerons dans un instant, nous pouvons mieux analyser l'adéquation de la réglementation cyclonique avec la survenance de phénomènes de plus en plus violents. Nous aborderons ce sujet donc lors de l'examen de votre proposition de loi. Il faut tirer toutes les leçons de ces changements climatiques et être capable de les adapter. C'est le sens de la proposition de loi que vous présentez. Ça sera évidemment au cœur du comité interministériel consacré aux Outre-mer dans quelques semaines. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Georges Bertoin, à qui l'histoire offrit un destin européen aux côtés de Jean Monnet et que je voulais évoquer en ces heures sombres, fut associé en son temps à la rédaction du traité créant la Communauté européenne de défense, sorte de plan Schuman élargi. Il reconnut cependant ultérieurement qu'il était heureux que ce projet n'ait pas abouti en l'état, car si le volet militaire était prêt, et l'on parlait tout de même d'une armée intégrée de plus de 500 000 hommes, il n'en allait pas de même du volet politique. Je crains, Monsieur le Ministre, que la situation ne soit aujourd'hui tout l'inverse. Les conclusions du sommet de Londres, jointes à celles du Conseil européen qui se tiendra demain à Bruxelles, devraient acter l'existence d'une volonté politique servie par des organes, ceux de l'Union et de l'OTAN, susceptibles de donner corps au projet d'une défense européenne. Reste néanmoins le volet militaire. Plus de 80% des budgets des États membres de l'Union sont aujourd'hui dédiés à l'acquisition d'équipements militaires extra-européens, 80%. Tandis que les États-Unis fournissent 63% des commandes de l'Union, l'industrie européenne de défense, nous le savons, souffre de faiblesses structurelles essentielles et parmi les entreprises les plus importantes, une seule en Europe, britannique et donc hors UE, figure dans le top 10 mondial. Quant au coût de production, il est de notoriété publique qu'un char coréen K2 Black Panther coûte 3 fois moins cher qu'un Léopard 2A allemand. Ma question est donc la suivante. Alors que la présidente de la Commission européenne évoque des investissements de 800 milliards sur 4 ans, à qui ceux-ci vont-ils bénéficier dans l'urgence du soutien promis à l'Ukraine et d'un possible retrait américain humain et matériel en Europe? Faute de disposer des chaînes de montage et des personnels nécessaires, car doubler le budget des armées sans augmenter leur format RH n'aurait aucun sens. Auprès de qui l'Union va-t-elle acheter des matériels nécessaires dans les mois à venir? Israël, la Turquie ou la Corée du Sud? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Armées. Monsieur Sébastien Lecornu, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre. Un mot peut-être aussi pour dire quand même
pour rentrer dans la mêlée de cette réponse et dans la continuité du débat que nous avons eu hier, en seulement 4 ou 5 ans, la part de vente d'armes françaises en Europe a largement augmenté. Il y a 10 ans, moins de 10%. Aujourd'hui, en 2024, notamment l'année dernière, c'est pratiquement plus de 10 milliards d'euros sur les 18 milliards à l'export. Alors certes, les sous-marins, les Rafales représentent beaucoup dans cette part, mais on voit bien quand même que la situation politique, par exemple en Corée du Sud, n'a pas spécialement rassuré bon nombre de capitales européennes, que les lignes de production américaines ne sont pas complètement passées en économie de guerre et que surtout le réarmement américain, je crois que désormais les choses sont claires, va avant tout bénéficier à l'armée américaine pour se préparer peut-être sur d'autres schémas de tension sur le Pacifique Nord. De toutes les façons, maintenant, c'est même plus une affaire de choix. Si les capitales européennes veulent vraiment se réarmer, elles vont bien être obligées, sauf à mentir à leur population, mais ça sera leur problème, si j'ose dire, de passer par des achats au sein de la BTDE. Deuxième remarque, pour ce qui nous concerne, je ne serais pas aussi catégorique en disant l'augmentation du format va forcément avec une augmentation du format RH, parce qu'on a tellement diminué le capacitaire et heureusement quand même préservé les capacités de ressources humaines que déjà on a un effort important à faire. L'exemple des munitions, à mon avis, est clé. Munitions simples, ça, l'aide à l'Ukraine nous a appris à reprendre du muscle, notamment sur les obus de 155 mm. Le vrai segment critique va être évidemment les munitions complexes, missiles de défense sol-air, missiles de frappe dans la profondeur, y compris sur les trames de missiles à venir, comme le missile Aster B1NT. Donc on va continuer cette remontée en puissance. Un chiffre en 20 secondes quand même pour montrer que l'économie de guerre fonctionne, ce qui va nous amener à d'autres conversations plus budgétaires. On l'a évoqué hier. Entre 2026 et 2030, désormais, les industries françaises, uniquement en matière de munitions, pourront absorber 7 milliards d'euros de commandes qui n'ont pas encore été passées, soit pour nous-mêmes, soit pour de l'export. Ça veut bien dire que les effets de l'économie de guerre se font sentir. Désormais, il faut que les commandes suivent. Madame Conway-Mouret. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. En effet, les chiffres que vous dévoilez, je pense, sont très importants, rassurants, même si insuffisants, parce que je crois que nos amis ukrainiens n'ont pas le temps et nous non plus d'attendre. Merci, Monsieur le Président. Avignon mitraillé, Avignon meurtri, Avignon terrorisé. Ce dimanche 17h, dans la Cité des Papes, une nouvelle fusillade. 2 semaines plus tôt, quartier Saint-Chamond, un homme abattu, 5 blessés graves. Mécanique implacable qui broie des vies. Comment ne pas penser au capitaine de police Éric Masson assassiné en pleine ville sur un point de deal? 3 ans après, la situation a empiré. La violence et les deuils se multiplient. Les habitants vivent sous tension, la peur paralyse. Aujourd'hui, les transports en commun sont bloqués dans tous ces quartiers. La délinquance est là, s'affirme et s'étale. Grenoble, Dijon, on brûle des bibliothèques en représailles contre l'action des pouvoirs publics. À Avignon, tir pour intimider, règlement de compte pour contrôler. 2024, 6 narco-homicides, 2 fois plus qu'en 2023. Les guerres des territoires s'intensifient. Vous avez intégré Avignon au dispositif des villes de sécurité renforcées comme Grenoble, Rennes et d'autres. Je veux ici saluer cette décision. Il faut tirer les leçons des échecs passés. Votre prédécesseur, Gérald Darmanin, enchaînait les opérations spectaculaires, faire place nette. Mais une place nette sans projet, c'est une place vide qui devient perdue pour notre République. Saint-Chamond, Montclar, La Rocade, 10 ans de violence. Combien de services publics, de centres sociaux et d'associations laissés à l'abandon? On abandonne un quartier, il se remplit d'autres lois que celles de notre République. Il faut un État qui protège, une police formée, dotée de moyens réels, d'une justice efficace et juste. Je veux ici saluer le travail du préfet Thierry Suquet, celui des forces de l'ordre et les acteurs de terrain menés par la maire Cécile Helle qui, avec des moyens contraints, tentent de ralentir cette spirale. Alors, quels moyens durables et pérennes comptez-vous mettre en place pour Avignon? Les criminels, eux, n'attendent pas pour le faire. Monsieur le ministre d'État, nous vous attendons sur place dans les prochains jours. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir rendu hommage au capitaine Éric Masson. Lorsqu'il a été tué, il avait une compagne qui était enceinte. Vous me questionnez précisément sur les moyens de rétablir l'ordre.
puisque Avignon, comme d'autres grandes villes, est l'objet précisément d'une lutte acharnée vis-à-vis des trafiquants de drogue. Et vous sollicitez de la part de l'État une réponse durable. C'est ce que je voudrais vous apporter. La réponse durable, ce sera le vote. Jérôme Durain est devant moi, Étienne Blanc, pas très loin, le vote de la PPL narcotrafic dans quelques jours, j'espère, à l'Assemblée nationale. Mais sans attendre, nous avons décidé une nouvelle stratégie que nous expérimentons à Grenoble et bien sûr aussi à Avignon. Cette nouvelle stratégie, elle comporte 3 réponses. Une réponse judiciaire, une réponse sécuritaire, une réponse administrative, une réponse globale. Judiciaire parce que si on veut faire des coups de filet, si on veut aller attraper les têtes de réseau, il faut préparer avec du renseignement et l'autorité judiciaire justement ce coup de filet. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi à Avignon. Deuxième réponse, la réponse sécuritaire. La CRS 84, qui est une CRS de nouvelle génération, a été dépêchée. Mais nous allons occuper l'espace public, les transports, les fouilles des caves d'immeubles, etc. Et puis aussi la voie publique, avec la gendarmerie et puis les policiers. Et puis les réponses administratives pour taper le portefeuille des narcotrafiquants, pour détruire l'écosystème, avec le système des blanchisseuses, avec aussi des enquêtes patrimoniales. C'est fondamental. Nous avons déjà les premiers résultats. Nous avons fait 200 interpellations pour stupéfiants. Nous avons saisi 30 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne, 5 kilos de kétamine, 230 AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, et nous avons interpellé des trafiquants. Je ne peux pas le dire parce qu'il y a encore une enquête, et c'est l'autorité judiciaire qui dirige cette enquête. Et croyez-moi, nous allons combattre ces narco-racailles pied à pied, et j'espère demain pouvoir un jour vous dire Avignon libéré.